Eh bien bonjour, bonsoir à tous. Vous écoutez De tout et de rien, votre émission favorite qui vous parle toujours de tout, mais surtout de rien. Et aujourd'hui, j'ai 3 chroniqueurs exceptionnels devant moi, dans mon nouveau chez moi. On va commencer par la droite, avec l'homme qui a le plus de chroniques à son actif sur cette émission, à savoir Raphaël. Comment ça va, Raphaël, aujourd'hui? And still counting. Effectivement, ça va, écoute, ça va très bien. Un petit peu la voix rauque, mais ça va aller. Un petit rhume. Tu traduisais ce qu'il vient de dire, c'est ça? Bien sûr. Et la personne qui vient de s'exprimer juste à l'instant, c'est Benjamin, bien sûr. Comment vas-tu, Benjamin? Ça va très bien, figure-toi. Et c'est fantastique. Et enfin, on a avec nous quelqu'un que vous avez vu, ou plutôt entendu, il y a extrêmement longtemps maintenant. Il était dans l'épisode 15. C'était Jeff, et il est là avec nous. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien. C'est un peu le retour du Jedi. C'est un peu, complètement. C'est le retour du Jeff. Cette fois-ci, t'as un petit truc à nous proposer, mais on y reviendra tout à l'heure. Parce que, mesdames et messieurs, chers auditeurs, on a un très très gros morceau à aborder maintenant avec Benjamin. Ça fait depuis 3 semaines que t'es dessus, je crois. Donc je pense que tu peux y aller. Vas-y, je te laisse. Dessus une grosse semaine et là ça fait un moment que je l'ai terminé. D'ailleurs, je m'aperçois à l'instant que j'ai pas vraiment fait de conclusion, mais bon, je connais un peu le sujet, donc je pourrais décoller ça à la fin, c'est pas un problème. Oui, alors je vais commencer par en fait je vais entamer cette chronique au final par une annonce qui concerne les chroniques elles-mêmes, là tout simplement. Et oui, parce que j'ai changé un petit peu de fusil d'épaule, je vais plus faire de chronique, en tout cas pour l'instant, sur la science-fiction. Donc j'ai le plaisir ou la déception en fonction de si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous, de vous annoncer que pour le moment mes chroniques SF sont en suspens. Je sais que c'est terrible ou génial, encore une fois, choisissez en fonction de vos préférences. Et pour le moment, c'est comme ça, quoi. J'ai un peu saturé de la SF, en fait. Oui, mais moi, je suis très content que tu reviennes avec de nouveaux sujets. C'est toujours comme ça, en fait. C'est toujours comme ça, à la fin de mes saisons au boulot, comme je lis pratiquement que de la SF, à la fin, j'en ai marre, quoi. Donc, à l'approche de la fin de saison, rien d'anormal, je dirais. J'en reviens donc vers mes premiers amours. Ah, qui sont donc? L'histoire. C'est pas Thibaut et Fanchon? Et plus particulièrement l'histoire martiale. Ah, l'histoire martiale. Ouais, alors je suis passionné d'histoire militaire, c'est un intérêt qui me poursuit maintenant depuis si longtemps en fait que je suis presque sûr que je m'en débarrasserai jamais. Là c'est trop tard, à l'approche de la trentaine, je pense que c'est mort. Hein. Ouais, voilà, et puisque je peux pas m'en défaire, écoutez, je l'embrasse enfin officiellement ici avec vous avec vous tous pour témoins en fait. C'est gentil. Il faut que je le confesse, la guerre, sa pratique, son organisation, ses raisons d'être, leur contexte, les hommes, les femmes qui la font, tout ça me fascine assez en fait. J'aime me renseigner sur un conflit pour les mêmes raisons qu'on ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil en passant à côté d'un accident de voiture. Je pense qu'il y a quelque chose de cette curiosité morbide. J'en suis persuadé, il y a une curiosité contre laquelle on ne peut pas lutter, vraisemblablement, laquelle je m'abandonne désormais. Voilà. Alors, je vous vois venir, je suis pas là pour faire un top 10 des guerres les plus atroces et sanglantes, non, les plus sanglantes de l'histoire, non, mes amis, je suis pas là pour ça. Aujourd'hui, on entame une série de chroniques qui auront pour sujet, en fait, les unités militaires insolites des temps présents ou jadis. D'accord. Qu'elles soient insolites par leur équipement, organisation, excellence ou nullité. Nullité aussi. Ouais, pour l'instant, je sais pas. Non, mais c'était les plus nuls. C'est bien d'élargir le champ des possibles. Non, mais c'est possible qu'on parle de trucs insolites, mais qui sont insolites dans le mauvais sens, tu vois. Oui, c'est pas faux, c'est un peu naze. Et pour débuter cette série, on va commencer en beauté avec le corps des janissaires. Vous pouvez apprécier que pour un début, je me suis pas foutu de votre gueule parce que croyez-moi, c'est un sacré morceau d'histoire qu'on va aborder. Et pour t'avoir vu travailler dessus, oui, je peux vous assurer, chers auditeurs, qu'il ne se fout pas de votre gueule. Ah ouais, pour le coup, là, je l'ai préparé. C'est pas comme le Crusader King où je suis arrivé les mains dans les poches, YOLO. Non. Cette fois, il y a de la préparation. La première question qui mérite d'être posée à ce stade de la chronique, c'est quoi les janissaires? Très bonne question, en effet. C'est les questions-réponses, incroyable. Bien sûr, mais ça va être comme ça tout le long, en fait. Janissaire est le nom qui est donné aux soldats d'élite de l'infanterie ottomane, donc de l'Empire ottoman, ayant servi depuis leur création au cours du XIVe siècle jusqu'à la première moitié du XIXe, en fait. Un temps assez considérable. Seconde question, pourquoi les janissaires ont-ils été créés à l'œil nu?
Cette question, pour y répondre, va falloir se plonger un petit peu dans le contexte historique et géopolitique, Est-ce que tu nous laisses chercher ou pas? De l'époque, et plus particulièrement... Je pense pas, non, visiblement non. Oui, il est parti. Comment? Je disais, est-ce que tu veux qu'on cherche justement à cette question? Ah non, mais c'est trop tard. Ah bah oui. Et non, malheureusement. Donc la question, si je le reprécise, c'est pourquoi les janissaires ont-ils été créés à l'origine? Ah oui, parce que forcément, quand on veut parler de ce genre de choses, on va quand même pas éviter la question de la création, parce que là, c'est ça qui fait tout le sens de la chose. En fait, si on parle pas de ça, ça sert à rien d'en parler. En fait. Ah, donc ça va pas être simple, hein, et vous commencez à comprendre déjà que ce sera pas le cas, je pense. Mais je vous garantis que ça va être passionnant. Enfin, en tout cas, ça va l'être pour moi. Après, vous allez peut-être encaisser, je ne sais pas. L'Empire ottoman. Oui. C'est un empire qui a été créé au XIIIe siècle, dans l'actuelle Turquie en fait, Anatolie. Les peuples turcs à l'origine sont des peuples qui sont originaires d'Asie centrale en fait et qui ont migré vers l'Anatolie et où ils se sont installés. L'Empire ottoman est dirigé par un sultan et la raison qui a poussé les sultans ottomans à créer le corps des janissaires, c'est pas vous en doutez, c'est pas juste une raison en fait, c'est assez multiple. Elle découle tout autant d'une nécessité purement pratique que d'une volonté politique précise. L'objectif final, il était relativement simple, c'était de donner au monarque ottoman une armée permanente, en fait, de fantassins et de cavaliers d'élite, dévoués au sultan et ne répondant qu'à sa personne. D'accord. Une sorte d'armée personnelle, garde presque, si on peut dire. Assez multitâche, on le verra, mais quand même sous les ordres et sous l'autorité directe du sultan ottoman. Alors c'est vrai que c'est pas la seule raison de la création des janissaires, fournir une armée permanente qui répond uniquement aux ordres du monarque ottoman, c'est sans doute une des plus importantes dans le contexte qui nous intéresse. En effet, le système féodal en vigueur à cette époque implique que le sultan a sous ses ordres des vassaux, c'est-à-dire des nobles qui doivent allégeance, de puissants seigneurs qui ont eux-mêmes sous leur autorité d'autres vassaux de moindre importance. Ouais, c'est un petit peu l'histoire des poupées russes, qui englobe un petit peu plus, donc jusqu'à ce qu'on arrive à des petits nobliaux qui eux n'ont personne en dessous d'eux, donc après c'est comme ça que ça se passe. Leur cercle, ça. Voilà, et ainsi de suite. Donc, on a le sultan qui a des vassaux, les vassaux du sultan qui ont des vassaux eux-mêmes, et ainsi de suite, ainsi de suite. En gros, comment ça se passe? Eh bien, admettons que le sultan veuille faire une guerre pour X raisons. Ouais. Genre, admettons, oui. Ouais, les thunes. Je sais pas. Le sultan va lever des troupes dans son domaine, dans les domaines qu'il possède lui-même. Oui. Voilà. Qui va lever des troupes dans le domaine qu'il possède lui-même et va donc disposer d'une armée de conscrits, d'hommes enrôlés, dont il aura le commandement direct, absolu et incontestable. Après tout, pourquoi pas, c'est le sultan. Voilà, excusez-moi, je suis déjà perdu. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut que je mette un petit truc parce que là ça ne peut pas me faire. Donc il a les troupes de son domaine qui sont sous son commandement, donc voilà, c'est à moi, il fait ce qu'il veut avec quelque chose. Cela dit, pour faire une guerre d'envergure, le nombre de soldats que peut lever le sultan sur son domaine sera souvent insuffisant. Invariablement ou presque, il va être obligé de faire appel à ses seigneurs. Et oui, donc leur dire bon les gars, là j'ai envie de faire une guerre, voilà il me faut du monde, est-ce que vous êtes chaud? Donc avant de se lancer dans une... Là t'as intérêt à répondre oui très rapidement je crois dans ces cas-là, non? Ça dépend, on va voir. Ça dépend du sultan. Avant de se lancer dans une campagne militaire, il va appeler ses vassaux à lever leurs troupes. Chaque domaine de chaque vassal est mis à contribution et fournit un certain nombre de soldats en fonction de ses capacités démographiques et ainsi de suite. Et donc au final, le sultan, avant d'appeler ses vassaux à lever des troupes, a une bonne idée a priori de combien il va obtenir en fonction des contrats de vassalité. C'est-à-dire que bon, il sait qu'en appelant telle personne, il devrait avoir environ tant de soldats de tel domaine. Donc bon, en théorie c'est pas mal, ça peut lui donner une idée de l'armée qu'il va avoir à la fin. Le contrat de vassalité, c'est genre, écoute, je te cède ce domaine, tu en as l'usufruit, c'est-à-dire que tu peux l'exploiter, voilà, c'est toi le daron, c'est toi le chef, tu peux t'en servir, machin. En revanche, quand j'ai besoin de toi, tu dois me fournir tant de soldats, un truc du genre. Bon, ça, c'est en théorie, hein. C'est en théorie dans un monde idéal où tous les vassaux sont contents, loyaux, satisfaits et dociles. Sauf qu'on ne vit pas dans un monde idéal, et ça ne se passe jamais comme ça. On l'a bien vu dans ta chronique sur Crusader Kings que souvent ça part très rapidement. C'est très très lié. On y revient un petit peu. Bon, on n'est pas dans le monde idéal, comme je disais, pas plus à l'époque qu'aujourd'hui, et par conséquent, ça se passe rarement comme prévu quand on appelle ses seigneurs à rejoindre une guerre. Hein. Bon, je vous passe les détails, coups bas, resquis, tromperie, trahison, embrouille, mésentente, et ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Vous voyez où je veux en venir? Oui, exact. Rien ne garantit au sultan que les engagements seront respectés, et les levées sont donc souvent au mieux imprécises, au pire totalement aléatoires.
Ouais, si c'était le seul problème, ce serait pas très grave, mais bon, il y en a d'autres. Hein. Non, mais si c'était le seul problème, on n'est déjà pas sur un système qui est très optimisé, en tout cas du point de vue du sultan. Mais attendez, il y a encore des trucs, il y a encore des problèmes. En plus de quoi, de problèmes, en fait. C'est des problèmes qui s'accumulent. Un des autres soucis de ce système de recrutement féodal est la piètre qualité des troupes qui sont levées. Constitué pour l'infanterie en tout cas, de conscrits enrôlés de force, souvent mal entraînés, mal équipés, au moral souvent très faible et à l'efficacité plus que douteuse. On a donc un système qui permet au sultan d'obtenir des troupes en quantité incertaine et à la qualité discutable. On s'arrête là ou je continue? Non, parce que on n'est pas encore au bout des problèmes en fait que pose ce système. Eh oui, parce que le sultan, s'il crée les janissaires, c'est pas juste parce qu'il a une petite lubie et c'est pour le fun, non, il le fait parce que c'est pas... Les complots, les complots. J'imagine que les brouillots de base qui appartiennent à notre seigneur, ils vont plus être fidèles à ce seigneur-là qu'au sultan lui-même. Voilà. Donc tu peux facilement avoir tes propres hommes qui finissent par se rebeller contre toi. Et ben voilà, on va continuer du coup, merci. Quelle fin stratège, Marc. Oui, toujours. Il reste un problème de taille, hein. Les troupes fournies par les vassaux ne sont pas totalement sous le contrôle du sultan. Et oui. Elles sont mises à disposition de ce dernier dans le cadre d'une campagne, mais ce sont les grands seigneurs, les ayants fournis, qui restent les maîtres de ces hommes en fait, hein, dont la loyauté est souvent acquise à leur seigneur et non pas au sultan. Donc au final, le sultan, il se retrouve avec une armée au nombre difficile à anticiper, à la fiabilité discutable, à la loyauté ne lui étant pas acquise et sur laquelle son contrôle n'est pas total. Ouais, donc du coup c'est la merde quoi. C'est la merde, disons que c'est pas idéal, hein, dur d'être un sultan, n'est-ce pas? Et bien de ce point de vue, oui. Mais que de ce point de vue là. Oui, parce que le reste ça va quoi. Et bien de ce point de vue, oui, quand on est sultan ottoman, en fait c'est un peu le problème de tous les systèmes féodaux en fait, hein, que ce soit les sultans ou même d'autres, hein, je veux dire on a les mêmes en Occident, mais peu importe, quand on est sultan ottoman, d'avant la première moitié du XIVe siècle en tout cas, et qu'on veut partir en guerre, oui, forcé de constater que c'est pas facile. Bon, en plus de ces... non mais attends. Non mais oui, mais c'est joliment dit, c'est pas facile d'être sultan. Oui. Surtout qu'on est au 14e, donc Constantinople résiste encore et toujours. Il reste encore une partie de l'Empire byzantin qui se réduit comme peau de chagrin et qui fond comme neige au soleil, certes, c'est vrai, mais il est encore là. Il est encore là, l'Empire byzantin, RIP, petit ange parti trop tôt, et ainsi de suite. Bon, en plus de ces soucis de logistique bien embêtants, les sultans ottomans, ils doivent composer avec une aristocratie qui, après justement la mise en place de l'Empire, une aristocratie qui va devenir de plus en plus puissante et donc menaçante envers le pouvoir de la dynastie. Donc ça a posé un problème. C'est aussi en fait pour faire barrage à cette aristocratie de plus en plus ambitieuse que le corps des janissaires a été créé. Alors vous vous demandez sans doute comment on peut entraver les ambitions de puissants seigneurs avec une armée, genre pour s'en servir en cas de révolte. Est-ce que c'est à ça que vous pensez? Non, plutôt juste pour faire peur. Pour faire peur, pour intimider, c'est un peu plus subtil que ça. C'est déjà pas mal, mais je pense que c'est un peu plus subtil. C'est pas juste pour intervenir en cas de révolte, c'est bien pire que ça. Est-ce que ça fait une sorte de garde prétorienne tu ne crois pas si bien dire. Version turque. Mon Dieu. Ce sera juste pour un peu plus tard, mais les grands esprits se rencontrent, hein, il y a des connexions qui se font, c'est formidable. Ah oui, je me gargarise comme jamais, mais bon, c'est comme ça. Bon, en tout cas, en fait, pour bien comprendre comment une troupe de simples soldats peut enrayer les ambitions grandissantes de puissants seigneurs, eh bien, il faut évoquer, je pense, un peu la culture des peuples turcs. Ok. Eh oui. La société ottomane est beaucoup moins rigide, et finalement, si elle est compartimentée, c'est des compartimentations qui sont un peu plus amovibles, disons, que celles des sociétés féodales occidentales, où tout le monde naît, vit et meurt à sa place, ou presque. D'accord. C'est globalement un peu ça. Les classes qui composent la société ottomane sont beaucoup plus perméables les unes des autres. Tu peux changer passer d'une classe à une autre. Oui, c'est ça, ouais, bien sûr. Il peut y avoir l'ascenseur social. Ça existe, existe, bon, il n'est pas absolu et universel, mais il existe. De ce fait, il est possible pour un simple esclave de s'élever par le mérite et d'atteindre un poste, une fonction bien au-dessus socialement que beaucoup d'autres occupés par des hommes libres. Cela peut sembler paradoxal, mais dans cette société, il n'est pas rare que des personnes au statut social d'esclaves puissent être plus riches, plus influentes et plus importantes que des personnes libres. C'est dans ce contexte social que doit être replacée la création des janissaires, car oui, les janissaires sont bel et bien des esclaves. Ils font partie des capitoulous, ce qui se traduit par les esclaves de la porte. D'accord. Le surnom de l'Empire ottoman est également la Sublime Porte. La Sublime Porte, c'est ça, ouais. La Sublime Porte. Esclaves de la porte, c'est joli mot. Voilà, entendez par les esclaves de la porte, entendez par là les esclaves du sultan.
Les Capicoulis sont donc la propriété directe du sultan. Ils se composent de plusieurs branches, certaines dédiées à des tâches domestiques, administratives, logistiques et bien entendu guerrières. Il existe 2 branches guerrières parmi les Capicoulis, l'infanterie et la cavalerie. D'accord. Yenisseri, qui se traduit, Janissaire, qui a été francisé en janissaire et qui se traduit littéralement par nouvelle troupe ou nouvelle milice. D'accord. Yenisseri, ça veut dire nouvelle milice. Et nous avons les Sipahi, les cavaliers. D'accord. Je fais cette précision car s'il est vrai qu'ici on parle des Yenisseri, ils sont indissociables des Sipahi en fait, qui les accompagnent en soutien en fait systématiquement sur toutes les théâtres d'opération. Alors pour bien saisir pourquoi les janissaires sont aussi importants et insolites, il faut bien sûr parler de leur mode de recrutement et de leur entraînement. Car c'est sans doute vrai que de tout ce qui concerne les janissaires, c'est vraiment ça qui est peut-être le plus déroutant en fait selon notre point de vue occidental. Le système de recrutement des janissaires est mis en place en même temps que la création du corps. Ça s'appelle le Dev Chirmé. Le Dev Chirmé est promulgué dans la seconde moitié du XIVe siècle par Mourad Ier, 3e sultan de la dynastie ottomane. Alors, en quoi consiste le Dev Chirmé, me demanderez-vous ? C'est un moyen de recrutement qui est mis en place exclusivement dans les provinces européennes sous contrôle des Ottomans, ou vassaux éventuellement de ces derniers. D'accord. Et oui, vous n'êtes pas sans ignorer que l'Empire ottoman s'est très rapidement étendu au-delà des frontières de l'Asie en Europe pour conquérir une bonne partie des Balkans. De l'Europe de l'Est, quoi. Ouais, voilà, les Ottomans sont très rapidement... Au revoir Constantinople. Ouais, mais pas encore du coup si on est au 14e pour le moment. Constantinople, c'est 1450. La Macédoine, la Bulgarie, la Valachie, la Serbie, la Grèce, la Hongrie, l'Albanie, ainsi de suite. La Transylvanie. Alors, Dev Chirmé, quelque chose. Ouais, la Transylvanie, on en reparlera. D'accord. Dev Chirmé signifie très littéralement la récolte. Là où les esclaves du sultan étaient jadis acquis par le commerce ou la guerre, ils sont désormais procurés par l'impôt. Ah, d'où l'idée de récolte. Oui, c'est l'impôt sur le sang, en fait. C'est un impôt qui n'est pas payé en nature ou en argent, mais payé en vie humaine, et plus particulièrement en fils, par les familles chrétiennes vivant sur les terres sous contrôle ottoman. D'accord. J'ai malheureusement pas trouvé d'informations sur la fréquence de cette taxe, mais d'après ce que j'ai compris, elle varie en fonction des besoins. C'est pas quelque chose qui est payé tous les ans. Oui. Ouais, parce que sinon, au bout d'un moment, y a plus personne. Y a plus personne, quoi, c'est ça. Je peux vous en donner quelques modalités, hein. Les enfants qui sont enlevés à leur famille devaient être suffisamment âgés pour pouvoir survivre à de longs voyages. Ouais. Des conditions assez rudes, mais suffisamment jeunes pour qu'on puisse en refaire totalement l'éducation. Oui, d'accord. Et au passage, c'est un moyen aussi pour les sultans de se prévenir d'éventuelles révoltes chez les chrétiens. Les chrétiens. Ouais, on en parle après, je l'évoque absolument, mais t'as raison, t'as complètement raison. Je peux vous dire également, c'est que les familles qui n'ont qu'un fils étaient exemptées. Ah oui, justement, j'allais y penser, si t'as qu'un seul fils, t'es quand même bien dans la merde si jamais tu dois le donner, quoi. Non, justement, s'il y a qu'un seul fils, tu t'es pas imposable à ce niveau-là. Est-ce que tu peux choisir ton fils que t'envoies ou pas? J'en sais rien, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est toujours l'aîné? Je pense que si tu en as plusieurs, je sais pas. Ah, mais après, ça dépend de l'âge, en fait, quand l'enfant arrive. Oui, c'est ça aussi. Je me suis pas non plus renseigné trop à fond. Non, mais y a pas de, je me demandais si au cas où tu savais, quoi. Ouais, s'il faut qu'il soit assez malléable, tu dois l'envoyer à... En gros, il a 6 ans, quoi. Ouais, 6 ans, ouais. Ouais, c'est un peu plus vieux de ce que j'ai vu, c'est genre 10 ans. Au moins à partir de 8 ans. 8-10 ans, quoi. 12 ans, je crois. Oui, comme ça, il est suffisamment fort et il est pas encore ado, donc son esprit est pas encore forgé, tu peux le briser et en faire ce que tu veux, quoi. Cette nouvelle taxe, vous allez voir qu'elle est super bien pensée, elle a vraiment des avantages multiples. En plus de procurer à moindre effort et moindre coût des recrues pour l'armée et l'administration, elle permet également de saper la capacité de recrutement des vassaux crétins, qui pouvaient être et qui étaient la plupart du temps peu loyaux. C'est-à-dire que chaque fils que tu enlèves, c'est un soldat de moins dans l'armée, aussi bête que ça. Chaque jeune homme enlevé est un jeune homme en moins, voilà, pour en servir à grossir les rangs d'une petite écrit. Les familles nobles n'étaient pas épargnées. C'est vrai qu'elles n'étaient pas soumises au Dev Chirmé à proprement parler, mais leurs fils étaient également enlevés à leur famille pour une période de plusieurs années. Ils étaient accueillis à la cour du sultan en tant qu'invités. Vous entendez par là otages, hein. Le sultan, en prenant sous son aile les fils des vassaux et des nobles chrétiens, s'assure bien entendu de leur loyauté, mais également espérer peut-être qu'un jour, après plusieurs années à la cour des Ottomans, peut-être que ça les rend plus sympathiques vers leur maître. Ce qui n'a pas toujours bien fonctionné, ça a même moins bien fonctionné que ce que ça a fonctionné, mais c'était honorable, hein. Parmi ces jeunes nobles, d'ailleurs, on peut compter entre autres Vlad Bassaram, 3e du nom,
plus connu sous le nom de Vlad Tepes, plus connu sous le nom de Vlad l'Empaleur. Ah, j'en ai parlé juste il y a 5 minutes D'accord. et je savais même. D'accord, c'est fou. Ok. Qui est à l'origine du personnage De Dracula, comme bien sûr. Donc voilà, il a Ça, été enlevé, il a vécu plusieurs années de son enfance. C'est incroyable. Donc il a été, il a failli devenir janissaire, quoi, en fait. Ouais, au 15e siècle, dans la première moitié du 15e siècle, si ma mémoire est bonne, il a passé quelques années D'accord. À Constantinople. C'est fou parce que ça peut, enfin, dans un roman, c'est dommage que ça soit jamais utilisé. Bah ouais, on le c'est présente souvent comme un ennemi des Turcs, mais jamais comme un acharné des ouais, Ottomans. mais jamais comme quelqu'un qui a vécu là-bas, quoi. Ouais. Et pourtant, il y a passé quelques années. Bon, revenons à On nos comprend enfants pourquoi il a d'origine la haine. modeste, hein, parce que les fils de nobles, ils finissent pas dans les Oui, ils janissaires. finissent pas dans les Ouais, janissaires, c'est sûr et ouais, certain. c'est normal. Bon, et qu'est-ce Pas qui leur déconner non arrivait plus, une quoi. fois qu'ils étaient enlevés à leur famille? Alors, en fait, après leur départ, les enfants recrutés étaient envoyés dans des familles d'accueil turques pour y apprendre la langue, les coutumes, la culture et la religion des Ottomans. Ils sont bien entendu convertis À l'islam, ouais. Absolument. Après avoir terminé cette période de formation basique, les nouvelles recrues, elles sont envoyées pour commencer leur entraînement dans une école dédiée de la capitale ottomane. Cette école, les jeunes recrues sont éduqués et orientés vers des formations spécifiques en fonction de leurs capacités et de leurs talents. Les spécialisations étaient nombreuses, ingénieurs, artisans, mousquetaires, intendants, archers, artilleurs, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Juste une petite précision Oui, pour les dis-moi. auditeurs qui nous écoutent, quand tu dis mousquetaire, c'est juste le maniement du mousquet, c'est ça? Oui, hein pardon, en Ouais. effet, oui, Non, mais c'est juste pour le clarifier, parce que maniement tout le monde des- sait pas forcément qu'un mousquetaire s'appelle un mousquetaire à Le cause de maniement son des arme. armes à feu, l'arc est à la base leur arme principale, arme, ouais, elle va mais vite être remplacée c'est par le mousquet. par l'arquebuse et le mousquet. Le fait de devenir janissaire, c'était pas forcément une mauvaise chose, on va le voir, parce que les janissaires étaient bien nourris, ils étaient vraiment bien éduqués, mais leur entraînement était aussi régi par une discipline de fer, ponctuée de travaux et de travail assez éprouvant et très rigoureux, le tout dans des conditions de discipline qui sont presque monastiques. La discipline imposée aux jeunes recrues leur imposait, entre autres privations, l'abstinence et le célibat. Tout au long de leur apprentissage et de leurs années de service, les janissaires restent la propriété du sultan. Ils sont considérés comme les gardiens du trône et de la personne qui siège dessus. En fait, on enseigne aux jeunes janissaires à considérer leurs frères d'âme, le corps des janissaires, comme leur nouvelle famille. Ouais, bien sûr. Donc il y a un esprit de corps qui est extrêmement puissant. Et leur baraquement, c'est leur foyer. En fait, ils D'accord. vivent entre eux, ils sont éduqués entre eux. Enfin voilà, ils sont entre eux. Le baraquement comme leur foyer, j'ai pas conclu, mais le sultan, il le voit comme un père. C'est leur Ah oui, père, oui, c'est c'est le le- sultan. ouais. C'est un sultan de comment on peut C'est dire un père de substitution. de substitution. Pas un sultan de Exactement. substitution. Exactement. Leur éducation incluait aussi bien un enregistrement. Non, c'est- putain, Il excusez-moi. fait participer à des podcasts. Incluait aussi un enseignement religieux et spirituel. Ouais. Et en fait, les janissaires suivaient des enseignements d'un grand maître qui s'appelle Hadji Bektash Veli, je pourrais pas le prononcer, comment c'est censé être. À l'origine de l'ordre Bektashi, c'est une des nombreuses écoles d'interprétation en fait du D'accord. Coran. Les imams Bektashi en fait faisaient office de chapelain au sein des janissaires. D'accord. Donc ils avaient des sortes de chapelains en fait qui sont voilà, les janissaires, il faut pas l'oublier, c'est aussi une fraternité qui est profondément spirituelle et religieuse. Ouais. Je fais une petite parenthèse, mais à bien des égards, leur stricte discipline militaire et religieuse, ainsi que leur vie qui est retirée en fait assez en marge de la société puisqu'ils vivent ensemble dans leur Ouais. baraquement et ainsi de suite. Les Yanisseries, ils sont finalement assez proches des ordres militants chrétiens. Ouais, il y a un petit côté templier parce que C'est pas absolument le cas, mais voilà, on peut quand même faire des parallèles. Finalement, on peut faire des parallèles avec l'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean qu'ils ont ironiquement combattu à Rhodes et à Malte. Et voilà. Donc, je pense que c'est pas mal de préciser. C'est la partie des janissaires que j'ai le moins travaillé parce que c'est celle qui demande malheureusement le plus de connaissances sur la spiritualité, sur l'islam. oui, Je bah, sais pas du c'est tout. là après on en demande des Donc, je considérations. pourrais pas donner plus de, mais il faut pas difficile, l'oublier. quoi. Je pense que c'est important. Alors, une fois formé et placé, l'ascenseur social ottoman était ouvert à ses enfants, en fait, qui étaient valorisés comme fils privilégiés du sultan. Les plus brillants d'entre eux pouvaient occuper à terme de très très hautes responsabilités au sein de l'appareil de l'État. Hein. On ne compte plus le nombre de grands vizirs issus des Yanisseries. J'ai trouvé plusieurs sources différentes là-dessus, donc je ne saurais pas donner un chiffre total, mais de ce que j'ai compris, ça tourne dans la vingtaine. Ah oui, d'accord. L'équivalent de premier ministre, en fait, de deuxième homme le plus puissant, Ok. qui viennent et qui sont des esclaves.
donc à la base. Oui, donc il y a vraiment il y a vraiment un social, ascenseur social. Ouais, en fait, l'esclavage est presque plus symbolique que ce qu'il est effectif. Oui. Mais il y a des esclaves qui ont vraiment des vies qui ne sont pas enviables, hein, bien sûr. Je vais pas dire que c'est génial, mais oui, et puis c'est- quand on parle d'esclaves, c'est que c'est comme pour chez Oui. les Grecs et les Romains, on n'est pas sur la c'est la un traite peu, voilà, négrière, ouais, à exactement. l'occidental, quoi. Ouais, c'est ça. On est loin de ces considérations-là, c'est vrai. C'est vrai, c'est important de le préciser. En ouvrant les portes des hautes fonctions aux méritants plutôt qu'aux pistonnés, ils font ainsi barrage aux ambitions des aristocrates, Et oui. en leur empêchant d'accumuler trop de titres et trop de postes de pouvoir. Pas mal. Eh oui, Malin. parce que, vous voyez où je veux en venir, hein, si vous diluez un petit peu les postes et que vous ouvrez bien sûr les responsabilités, les titres, etc. à des gens qui ne méritent peut-être plus que ceux qui ne sont nés que pour ça, et voilà. Ça fait une société plus juste d'une certaine manière aussi. Ça fait une société qui est qui a ses travers, bien sûr, ses injustices évidemment, mais qui n'est pas qui a bien des égards réparé quand même relativement plus juste que les sociétés. Bon, je vais pas dire que c'est le cas, mais c'est vrai que sur certains aspects, c'est en tout cas le moins qu'on puisse dire, c'est que ça change radicalement de notre organisation sociale occidentale. Ouais, à clairement. l'époque, hein. Donc à partir du moment où vous avez les hauts postes et de la gestion, etc., qui sont ouverts à des esclaves, forcément vous entravez les ambitions des puissants. Alors les janissaires étant élevés ensemble, vivant ensemble et partageant les mêmes difficultés tout au long de leur éducation et ainsi de suite, les mêmes épreuves, les mêmes récompenses, ça crée une solidarité qui est vraiment à toute épreuve et qui va très rapidement se développer au sein de la fraternité. L'esprit de corps qui est puissant et qui va souder en fait les jeunes janissaires qui sont enlevés à leur famille, en fait, qui va les souder ensemble. Et ça va renforcer bien sûr leur morale parce qu'ils vont se battre pour leurs frères et pas juste avec des pécores qui ont pas envie d'être là comme c'est souvent le cas pour les unités un petit peu plus classiques. Alors, grâce à ça, les janissaires ils vont rapidement se bâtir une solide réputation, aussi bien chez leurs ennemis que chez leurs alliés, une réputation digne de la troupe d'élite qu'ils étaient. Pour conclure sur le dev firmé, sur l'éducation, etc., on estime quand même que c'est entre 300 000 et un demi-million d'enfants qui ont été enlevés à leur famille pour servir oui, quand même. le sultan. Ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup. Après, ils ont pas tous servi dans le corps des janissaires. Oui, c'est ce que tu disais. Dans d'autres Administration, etc. Mais ça reste quand même une éducation et c'est-à-dire que quand on dit janissaire, on parle vraiment du corps armé ou sinon les autres qui sont pas militaires, on peut les mettre quand non, même les dans janissaires, c'est vraiment l'infanterie. L'infanterie de la terminologie pour parler de ce groupe complet civil entre guillemets inclus, c'est les capicolos. Ouais, c'est d'accord, ça, exactement. C'est le terme général d'esclave de la porte. En parce fait, qu'il faut pas non plus, faut pas non plus oublier les gens qui bossent dans l'administration, comme ça. Oui, bien sûr, absolument. Donc capicolo alors. Les janissaires, d'ailleurs, une fois âgés, pouvaient trouver des postes dans l'administration, une fois qu'ils avaient passé l'âge de combattre et ainsi de suite. C'est à noter qu'un janissaire, de ce que j'ai compris, n'était pas considéré comme un vrai janissaire avant d'avoir atteint quand même ses 25 ans. Aux alentours de ses 25 ans, donc ce qui est relativement avancé. Donc ça demandait, pour être considéré comme un janissaire, pas juste d'avoir fait cette éducation, mais d'avoir participé à des batailles, des combats et d'avoir acquis quand même de l'expérience. Alors les janissaires, la bouteille, quoi. Les janissaires étaient vraiment reconnaissables entre toutes les troupes ottomanes du premier coup d'œil, quoi. Porter un uniforme unique qui était très facilement reconnaissable par le haut bonnet blanc en fait retombant vers l'arrière sur leurs épaules. Étant des soldats professionnels, ils recevaient une solde régulière plus conséquente que celle des autres soldats et une solde qui pouvait être agrémentée de bonus en fonction de leur mission et fait d'armes. D'accord. Donc ils pouvaient accumuler une somme assez confortable. Très sincèrement, c'était pas exception. Ils vivent ensemble dans des baraquements spécifiques, séparés du reste de l'armée. Et pendant les campagnes, ils ne se mélangent quasiment jamais aux autres soldats. C'est-à-dire qu'ils ont toujours leur tente, ils ont toujours leur coin, ils ont leur truc. Donc voilà, ils restent entre eux, quoi. Ils se mêlent pas au reste. Ils sont parmi les tout premiers soldats à marcher au son de la musique. Ah oui, d'accord. Ils ont incorporé, c'est eux qui ont incorporé les premiers tambours, un truc comme ça. Des musiciens, en fait, dans leur rang. C'est génial. C'est assez sympa, je trouve. Ça, c'est une putain d'anecdote. Et ils sont aussi l'une des premières troupes à avoir massivement utilisé les armes à feu sur les champs de bataille. Ouais. En parlant de champs de bataille, c'est quoi leur bail aux janissaires, à quoi ils servent, comment ils sont équipés, comment ils sont utilisés, quelles sont leurs pratiques. Bon, c'est des soldats après tout, on peut se poser la question. Et bien, tout comme le prolétaire de ce début du XXIe siècle, les janissaires sont polyvalents. Ah, d'accord. Ils font de tout, quoi.
Alors pas de tout nécessairement, mais ils sont bons à pas mal de choses. Alors, je vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on a déjà parlé un petit moment. Voilà, c'est pas mal quand même d'en parler un petit peu. Il suffit de signaler que les janissaires ont existé pendant presque 5 siècles pour se douter que voilà, c'est Ce qui fait quand même Il y a eu beaucoup, adaptation. quoi. il y a eu adaptation, donc ils ont pas servi exactement de la même manière. Moi, je vais plutôt parler de l'âge d'or du janissaire. Ouais, C'est-à-dire les 2 premiers siècles. Sur Voilà, 15e, ça- 16e, quoi. Ouais, c'est ça, du début, donc du 14e jusqu'au 17e siècle. Ouais, d'accord. Alors, je vais rappeler quand même, parce que je l'ai évoqué, mais c'est pas mal de le rappeler, que les janissaires sont toujours déployés en doublon des cipayes. Rappelez-vous, c'est le pendant à cheval des janissaires. Ah oui, c'est les 6 pays, c'est les cavaliers. Voilà, c'est les cavaliers exactement qui sont là pour les couvrir, les appuyer, mais aussi et surtout les protéger de la cavalerie adverse. C'est une cavalerie légère, du coup, les 6 pays Lourde, plutôt. C'est à moitié, je dirais que c'est entre les deux. D'accord, ok. C'est pas tout à fait c'est pas Ils sont une polyvalents, cavalerie- quoi, en fait, encore. C'est pas une cavalerie lourde au sens de la cavalerie médiévale franque. Charger, mais c'est pas défoncer une tout ça. cavalerie Ça légère non plus. fait pas de l'escarmouche, quoi. D'accord. Je dirais que c'est entre les deux. Ok. C'est entre les deux. Je sais pas comment on peut définir ça, je confesse. Cavalerie Une moyenne. cavalerie intermédiaire. Ah, Ouais. pas mal. Voilà. Car oui, les janissaires sont polyvalents, mais ne sont pas bons à tout pour autant. Ils sont autant utilisés comme une unité de combat à distance que de contact. Ça, c'est assez D'accord. intéressant de le souligner. C'est finalement assez rare, en fait, les unités qui peuvent exceller dans les 2 domaines. Oui, bien sûr. En fait, ça dépend surtout des circonstances et du contexte, en fait, de la bataille pour lesquelles on les utilise. À l'origine, en fait, ils étaient principalement équipés d'arcs composites, héritage des cavaliers turcs. Oui, oui. Ils s'en servaient aussi bien pour faire pleuvoir la mort sur les champs de bataille que pour nettoyer les remparts de leurs défenseurs pendant les sièges. On est d'accord que les arcs composites, c'est les petits arcs recourbés, c'est ça? Qui sont assez peu encombrants, mais qui ont une puissance, Une puissance de tir fantastique. qui est quand même non négligeable. Ok. Une fois le stock de flèches épuisé, ou si la nécessité se faisait sentir, les janissaires pouvaient abandonner leurs arcs pour se saisir dans une main d'un bouclier, de l'autre d'un sabre ou d'une hache pour passer au contact. Classe. C'est la grande classe. Au milieu du XVe siècle, ils commencent petit à petit à remplacer leurs arcs par des armes à feu individuelles, de type arquebuse, lesquelles vont se moderniser au fil du temps pour devenir les mousquets, en fait, plus fiables, plus précis. Au milieu du XVIe siècle, l'arc est définitivement abandonné au profit de longs et lourds mousquets. Ouais. C'est intéressant à noter, les mousquets ottomans étaient plus longs, plus encombrants que les mousquets occidentaux, ce qui ne permettait pas d'avoir une très grande fréquence de tir, mais les mousquetaires, en l'occurrence les janissaires, ils misaient plutôt sur leur précision, que sur la fréquence de tir. Ouais, c'est des, C'était des snipers. c'est des, ouais, ce que je veux dire, c'est des francs-tireurs, C'est en des fait. sortes de francs-tireurs, absolument. Donc voilà, Ça les rend encore plus classe, du coup. moi je trouve, en plus leurs mousquets, ils sont vraiment... ils sont trop classe. Je crois avoir Ils sont vraiment l'image trop d'idée en tête un peu, ouais. c'est- Je vais avoir du mal à vous en faire une description par oral, mais regardez Mousquet Ottoman, je peux vous assurer que ça fait pas la maladie. Et ça faisait pas rire les gens qui étaient assiégés, hein, parce que leur boulot janissaire, c'était... Enfin, on va y venir après, Ok, vas-y. Donc l'arc est définitivement abandonné au milieu du XVIe siècle. Donc comme je l'ai dit, voilà, le janissaire donnait la priorité à la portée, oui, parce que la portée était supérieure. Ouais. Et les janissaires, figurez-vous qu'ils vont également acquérir une réputation d'ingénieurs, de sapeurs et de mineurs hors pair, craints et respectés de leurs adversaires. Ouais, d'accord. Pour vous donner une idée, les sapeurs, mineurs, ingénieurs de guerre, c'est leur rôle de construire des tranchées d'approche. C'est parmi les premiers aussi, en fait, les Ottomans à créer des systèmes de tranchées pour pouvoir s'approcher des Des fortifications. fortifications. En fait, ils sont bons dans la polyarcétique, quoi. Ah c'est des monstres hein, à ce niveau-là, ils ont innové, ils ont pas mal innové, ils vont beaucoup stagner vers la fin, mais au début ils ont innové pas mal. Donc voilà, c'est eux qui sapent les murailles, donc ce qui se passe c'est qu'ils creusent des tunnels, ils mettent de la creusent des poudre. chambres et ils entreposent des bombes en fait sous les murailles, Ouais, et ils font s'effondrer du dessous en fait. C'est un travail de sape. C'est ce Oh c'est ce qu'ils ont essayé de faire à Vienne avec Exactement. Ah oui. pas assez de succès. Mais ça a pas réussi parce Ça que... a pas bien marché, mais c'est vrai qu'à Vienne, les mecs qui se faisaient assiéger, ils devaient faire des séries de tout petits P, parce que Ouais. ils devaient pas être sereins. Donc au cours des sièges, parce que oui, il faut parler des sièges, hein, c'est quand même 50% du warfare à l'époque Ouais, normal. la guerre. Au cours des sièges, en fait, ils sont utilisés comme unité de soutien, assignés aux travaux de sape et de tranchées, chargés avec l'arc ou le mousquet de nettoyer les fortifications, en fait, le haut des remparts des défenseurs, pendant que le reste de l'armée, par des assauts successifs, en fait, répétitifs, ébranle de plus en plus le moral et réduit le nombre de défenseurs. Sur le champ de bataille, c'est-à-dire sur terrain ouvert, pas dans le contexte de siège, sur le champ de bataille, ils sont vulnérables à la cavalerie, en fait.
Ouais, ils sont pas bien protégés. Et ils sont pas bien protégés parce que c'est pas non plus une infanterie lourde, c'est une infanterie intermédiaire. On n'est pas sur des boucliers, quoi. Non, ils ont des petits boucliers circulaires métalliques, mais c'est pas les boucliers qui protègent de la cavalerie, c'est essentiellement les armes, les lances, les pics. Ouais. Ils sont très vulnérables à la cavalerie. C'est pour ça qu'ils sont secondés par leurs amis à chevaux, quoi. J'ai oublié leur nom déjà. Les sipahis. Les sipahis, pardon. Les sipahis, pour ceux qui sont intéressés, c'est une déformation du mot sipahi qui a donné les spahis. Les spahis, c'est les troupes coloniales d'Afrique du Nord qui étaient à l'origine des troupes à cheval. Oh, d'accord. C'est resté, il y a encore le régiment de spahis de Valence, Ouais, ce que j'allais dire, ouais. qui est aujourd'hui de la cavalerie blindée, bien sûr, puisqu'on fait plus de guerre en cheval. On fait avec cheval mécanique, c'est possible, il y a des gros canons. Exactement. Donc ils sont généralement sur le champ de bataille déployés au centre de la ligne, souvent en réserve pour protéger le sultan et engagés au terme de la bataille une fois l'ennemi bien diminué en fait. Ouais. C'est l'intervention en fait de cette unité qui est souvent décisive. En fait, une fois que vous avez bien épuisé l'ennemi, une fois que vous l'avez bien crevé, eh bien c'est eux qui débarquent et ils donnent le coup de race. Donc les janissaires enfoncent les lignes et les sipahis ils terminent pas. Tour de bras ceux qui essayent de s'enfuir quoi. Yes. Je crois que c'est un petit sourire en coin en disant ça. Après voilà, c'est arrivé. En fait, les janissaires ont eu beaucoup de succès. C'est vraiment des unités d'élite qui étaient redoutées. Donc le simple fait de les aligner en fait sur le champ de bataille, ça avait un effet psychologique. D'accord. Bleu les chocottes quoi. Ah ouais, ils voyaient débarquer les bonnets blancs, les mecs en face. Voilà, série de tout type. Ouais. Parce que faut pas oublier que c'est des gens, c'est des soldats qui sont presque fanatisés au même titre que les ordres militaires occidentaux. Comme tu disais, les hospitaliers tout à l'heure. Combattent avec une ardeur qui est juste incroyable. Quoi. Bon, en cas de défaite, en fait, le fait qu'ils aient un moral d'acier, ça leur permettait souvent d'éviter des déroutes. En fait, ils pouvaient organiser une retraite à proprement parler pour éviter que ça se transforme en déroute et que ce soit vraiment une bérésina, en fait. Ceux qui sont familiers avec la retraite de Napoléon, voilà, ça donne une idée du désastre qu'on peut éviter. Donc voilà, au cours des sièges, c'est le même schéma qui est respecté, ils harcèlent les adversaires et puis au moment de donner l'assaut décisif, ils montent au créneau, et voilà. Donc voilà à peu près comment sont utilisés les janissaires. Bon, malheureusement, ce qui se passe souvent avec des gens à qui on donne trop de pouvoir et trop d'importance, le pouvoir corrompt, eh ben ils commencent à s'en accommoder un peu trop facilement. Donc en fait, assez rapidement, à partir du XVIIe siècle, les janissaires ça devient vite n'importe quoi. Et tu crois pas si bien dire, Raph, quand tu as fait la comparaison avec la garde prétorienne, parce que c'est très littéralement ce qu'ils vont devenir. Ils vont devenir une garde paresseuse qui fait et défait les sultans à peu près à leur volonté. C'est-à-dire que tous les sultans qui ont essayé de toucher à leurs privilèges au-delà du XVIIe siècle et même à la fin du XVIe, ils ont été renversés. Ouais. Ils ont été renversés par les janissaires. Donc en fait, c'est très rapidement devenu une élite qui était complaisante. Les titres sont devenus héréditaires. Le Def Shirmé a très rapidement été abandonné. Ah oui, d'accord. En fait, d'accord. À partir de ce moment-là, ça devient la merde, quoi. Donc une fois que t'enlèves le Def Shirmé, tu t'enlèves l'utilité le principe même du truc, quoi. Des janissaires. En fait, c'est bien de se souvenir que les janissaires sont composés uniquement d'occidentaux, en fait, de chrétiens. Oui. À la base, et puis après, on autorise les Turcs à en faire partie, et c'est à peu près à ce moment-là que ça devient n'importe quoi. Je dis pas ça devient n'importe quoi parce que les blancs sont supérieurs aux Turcs, c'est pas du tout. Non, mais c'est juste qu'on revient sur un schéma très aristocratique en fait, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est les titres deviennent héréditaires. Ouais. On lutte pour l'aristocratie et on finit dans l'aristocratie. Voilà, en fait, ils finissent en aristocratie, ils perdent leur statut d'esclave et donc leur caractère entre guillemets inférieur. Donc qu'est-ce qui se passe? En gros, il y a plein de il y a plein d'empereurs qui vont essayer de les réformer. J'ai pas noté son nom, je suis désolé, mais en 1826, il y a extermination des janissaires. En 1826, t'as dit ça? 1826 ou 24, on les piège en fait, on les force à prendre un choix politique qui leur est défavorable. Et en fait, ça donne un alibi en fait au sultan pour les défoncer. Donc le sultan il fait encercler toutes les casernes de janissaires sur le territoire ottoman et en gros il fout le feu et il tombe quoi. L'ordre 66 de... Ouais, c'est carrément ça. 66. C'est assez intéressant de noter que parmi les seuls janissaires qui ont été épargnés, c'est les janissaires qui étaient en garnison à Tunis. D'accord. Et ils ont été butés par les Français 10 ans après quand ils sont venus, quand l'armée française est venue en fait. D'accord. Pour coloniser la Tunisie, ils se sont battus contre les derniers janissaires. C'est un peu stylé aussi, comme anecdote. C'est assez stylé comme fin, c'est vraiment l'ordre 66 comme tu dis. Mêlé au dernier samouraï version... exécuter l'ordre 66. Il y aurait un film à faire là-dessus. Mais
Et il les bute, il les capture, il les fout en tôle. Ouais, C'est pareil, c'est exactement ce qu'avait fait Philippe le Bel avec les Templiers. Avec les Templiers. Oui, sauf qu'il l'a fait un peu plus rapidement. Mais quoi. tu vois, Parce que là, quand même. les scénarios se répètent parce que tu vois, tu t'accordes beaucoup trop de privilèges à des personnes qui finalement vont s'en complaire et puis. Et voilà. Comme quoi, est-ce que étudier l'histoire, ce serait pas bien justement pour éviter que les choses se reproduisent? Non. Eh ben, ce serait idéal, mais encore faut-il savoir en tirer les conclusions. En pas effet. juste rester dans une Mais du coup, idolâtrie. j'ai une question. Est-ce que le déclin des janissaires correspond un petit peu au déclin de l'Empire ottoman lui-même? L'âge d'or de l'Empire ottoman, c'est le règne Ça- de Soliman le le Magnifique. donc c'est grosso modo à l'époque 18e. du siège de Malte, donc c'est Ouais, le c'est début de la 16e. seconde moitié du 16e 16e siècle. siècle, c'est ça, ouais. Donc Ça correspond aussi à l'âge d'or des janissaires. Ouais, ça correspond aussi à l'âge d'or des janissaires. C'est peut-être un peu plus tardif. La déchéance, il commence à faire chier, je crois, à peu près à la toute fin du 16e, donc c'est pas très loin, oui. Ouais. Mais toute fin 16e, début 17e, ça commence déjà à se barrer en eau de boudin. Et en fait, c'est vraiment à partir du 18e C'est siècle. ça, à partir du 18e. 18e siècle, l'Empire ottoman, il Non, à partir il s'achève à la oui, fin à de la partir Première du Guerre 18e, mondiale. pardon. Ouais, à partir du 18e siècle, c'est la merde, et début 19e, première moitié 19e, on les achève, quoi. Ouais. C'est-à-dire que dès que tu touchais un petit peu à leurs privilèges, tu pouvais être sûr qu'ils Ouais, du coup, ce que je voulais dire, c'est que, ouais, c'est un schéma classique, comme vous dites. oui, c'est ça, mais du coup, ça, mine de rien, plus l'Empire ottoman était entre guillemets, sur le déclin, plus les janissaires étaient aussi sur le déclin, les deux sont un peu liés, en fait, Est-ce de qu'on peut manière. lier les deux? Je sais pas, après c'est toujours pareil aussi avec Parce que c'est vrai que l'Empire ottoman fait office de figure de proue jusqu'à quoi, 18e siècle, comme tu l'as si bien dit, et après, c'est pas qu'ils font plus vraiment peur, mais bah, disons qu'après, mais enfin, même pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman, c'est pas ça, quoi. Enfin, sans vouloir les insulter ni rien, C'est mais une série d'éternels recommencements parce que t'as toujours les trois phases pour chaque empire, pour chaque état comment on appelle ça, rayonnement, crise, puis remontée, rayonnement, crise. ouais, c'est ça, je remontée. pense que c'est une chute qui est Tu prends inévitable. la Russie, tu prends c'est- n'importe quel pays. toute civilisation C'est un peu périclite au bout comme d'un l'Empire moment romain, d'un on autre, quoi. commence par une expansion militaire qui a été foudroyante, c'est le cas pour l'Empire ottoman, hein, qui en un Ouais. siècle s'est taillé un territoire mais juste monstrueux. Et après, bah, une fois qu'on est à court de guerre pour maintenir tout ça, bah, on stagne, il y a plus de renouvellement entre Mais guillemets. il y a un gros parallèle à faire, c'est avec l'Empire romain. Il me semble que l'Empire ottoman, si je dis pas de bêtises, c'est un des empires qui a duré le plus de siècles. On n'est pas loin moins que l'Empire romain, mais on est quand même pas très loin, je crois, hein. 6 siècles. Ouais, c'est ça, 6 C'est siècles. 1299, si je me rappelle bien, la Ouais. fondation de la dynastie et de l'Empire. Des Ottomans, et après, Et ça s'est effondré après la Première Guerre mondiale. donc c'est quand même pas mal, quoi. Ça dure du Moyen-Âge jusqu'à Ouais, donc c'est long. jusqu'au hein, monde ça moderne. Ça fait Enfin, presque c'est 6 siècles. 6-7 Ça siècles, fait quoi. 600 ans, ouais, ça fait un peu plus de 600 ans. Enfin, en fait, Chez presque GG, 700. les Turcs. Ah, moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant de bosser là-dessus. En fait, j'ai découvert pas mal de choses. Je connaissais pas mal de choses aussi avant, mais Ouais. j'en ai découvert énormément. Je trouve vraiment, c'est- Ouais, parce que du coup, là, t'es arrivé au bout, j'ai pas... Ouais, oui, je suis arrivé. Ah, t'es arrivé au bout, d'accord. Ouais, puisqu'on a parlé de l'effondrement et voilà, c'est la fin. Les Bah, c'est janissaires la fin, ça. disparaissent Ouais. en 1826, ils arrivent à s'en débarrasser. Malheureusement, je suis désolé, j'ai pas du tout. C'est dommage parce qu'en fait, l'anecdote de la fin, elle est vraiment sympa parce qu'ils se sont vraiment fait piéger. En fait, le sultan, il a super bien joué ses cartes. Bon, l'effondrement des janissaires, leur extermination, ça porte un nom qui traduit du turc, veut littéralement dire événement heureux. Ah. Ou heureux événement d'ailleurs, c'est plus beau dit comme ça. Ouais, c'était devenu une sacrée épine Ah dans oui, le pied. c'était devenu une épine, mais de la taille d'un clou, quoi. Enfin, vraiment, les mecs. Bah, en fait, si tu veux, quand t'as une élite comme ça qui refuse d'être réformée, bah, c'est souvent un problème pour moderniser le pays. Je dis pas que la modernité c'est nécessairement. Bonjour le Japon du 19e Mais siècle. voilà, on peut faire le parallèle avec le Japon du 19e siècle et la caste des. Enfin, c'est pas vraiment une caste, mais avec les Classe. samouraïs. Bien sûr, il y a des parallèles qui se font un petit peu dans tous les sens. Comme la garde prétorienne, ils faisaient les empereurs. Là, t'as trouvé quelque chose pour pas mal de chroniques, puisque bah, tu peux en faire plein. Ah oui. J'aimerais oui. bien que t'en fasses une, par exemple, sur les lances-connaisses. Ça va être sympa, ça. Mais ça, Ok, c'est- je crois que j'ai le nom de ton... Parler des bourrins alcooliques du 16e siècle en Allemagne, oui, ça va être bien, je pense. J'ai le nom de ton empereur, c'est Mahmoud II, qui C'est- normalement a été empereur du Ouais. 28 juillet 1808 au 1er juillet 1839, donc ça correspond normalement à C'est Mahmoud Ier? Mahmoud II, pas premier. Mahmoud II, ok. Ouais, deuxième. c'est le fils d'Abdouhamid Ier. Ok. Voilà.
Bah voilà. Et ben sur ce, je pense que nous pouvons clôturer cette magnifique chronique. Et je vais même t'applaudir, je pense, parce que franchement, bien joué. Merci. Après, faut voir si le travail de synthèse est bien fait, parce que moi j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu lourdingue. Et ben écoute, ce sera à nos chers auditeurs de nous le dire dans les commentaires ou non. Quoi, mettez un pouce bleu ou abonnez-vous, mettez la cloche. La cloche. Ah, c'est ça. Je vais quand même laisser la parole à mes confrères qui attendent patiemment. Depuis 52 minutes. 52 minutes. Ouais, en comptant l'introduction de. Ouais, désolé. Et puis en plus, Non, je vous ai t'inquiète, absolument pas laissé la parole, mais mais- c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que. Oui, parce que sinon. Non mais ça tombe bien parce que comme on était en train de parler d'éternel recommencement, moi je pourrais retomber sur le débat que je comptais lancer. Mais à chaque fois il y a des liens de ouf qui se tissent involontairement. C'était assez génial, du coup c'est une bonne entrée en matière. Eh ben vas-y. Moi j'avais envie d'aborder en fait les remakes, les reboots, tu vois, le mal de ce siècle. Et Comme il est salé déjà là. et je trouve ça assez amusant Moi, je vais pas être objectif, je vous le dis tout de suite. parce que je vois passer actuellement les retours de nouveaux jeux vidéo anciens qui reviennent sur des consoles, ce qui me désespère complètement, et au niveau culturel, n'en parlons pas. Mais bon, après on peut essayer de prendre un parti des fois un peu moins salé, mais Bah, ça serait de prendre en contre-pied. Qu'est-ce que les remakes ont apporté de bien? Alors les remakes pour ce qui est des jeux vidéo, moi je pense que c'est peut-être un des rares endroits où les remakes sont, je dirais pas nécessaires, mais peuvent éventuellement être utiles. Ouais. Notamment des grands classiques du jeu vidéo, je parle avant la PS2, tout ce qui est PS1 et pré-PS1, peut-être PS2 éventuellement, mais à l'époque où les jeux pouvaient être horriblement durs, parce qu'ils avaient été faits par des sadiques effectivement, qui prolongeaient la durée d'un jeu, non pas en mettant du contenu, mais en augmentant notamment la difficulté. Je pense qu'il y a de grands classiques qui souffrent énormément de certaines choses qui alourdissent le gameplay. Si le remake est là pour enlever ces choses qui vont pas et les remplacer tout en gardant les choses qui allaient bien, je trouve que c'est une bonne chose. Mais si c'est juste pour faire un overhaul et avoir de meilleurs graphismes, non, ça vaut pas le coup. Ça ne sert à rien, enfin c'est littéralement inutile. C'est mon opinion sur la chose. En tout cas pour ce qui est des jeux, je sais pas ce que vous en pensez vous des remakes de jeux, mais moi j'étais parti sur remake, reboot, mais en général, mais on peut mais comme partir t'as sur parlé les de jeux vidéo à un moment, je crois que justement. t'as évoqué, moi, Non, mais justement, c'était une des parties auxquelles on peut c'est là où commencer je par pourrais être là. le plus nuancé parce C'est, que le reste c'est je trouve. Oui, le reste. Moi sur les jeux, j'ai pas grand chose à dire. Je suis vraiment pas le prototype du gamer, donc. Mais tu pourras pour les films. Mais je pourrais pour les films. Par contre, je peux laisser la parole à Raphaël parce que. Non, mais je te laisse et puis moi j'essaierai de trouver un troisième sujet sur les remakes autres que films et jeux vidéo. Et bah pour ce qui est des films, ah putain c'est difficile hein parce que. Par où commencer déjà? Déjà peut-être commencer par une petite définition, hein, différence entre un remake et un reboot. Est-ce que t'en as une ou pas toi Jeff? Oui. Oui, c'est vrai que c'est assez compliqué en fait parce que c'est assez. Ça a l'air d'être similaire. Moi, c'est assez. Non, et puis à la fois ça s'entremêle. Enfin, ouais, c'est ça. Typiquement, tu vois, si je veux parler du remake reboot, tu vois celui qui porte les deux, on va dire par exemple c'est Star Trek. Tu vois, Star Trek, les nouveaux. Ouais, on est à la fois sur un remake puisqu'on refait en fait, on reproduit le début. Mais un reboot parce que du coup c'est une reboot dans le sens renaissance en fait, on fait c'est pour les nouveaux arrivants, on les fait rentrer on va dire dans l'histoire là, par une petite nouvelle porte, ça va être rajeuni mais il y a quand même les mêmes fondations, tu vois. Ouais, Star Trek à ce niveau-là, c'est vrai qu'il est en plus une petite définition à vous proposer si vous voulez de c'est vrai que t'es le spécialiste des définitions. Vas-y. Alors je suis tombé sur le premier truc je prends le premier truc qui tombe. Alors différence reboot et différence remake. Alors qu'est-ce qu'un reboot? En français, reboot signifie redémarrer quoi, littéralement. Et comme son nom l'indique, cette nouvelle version du film reprend l'histoire de base d'un précédent long métrage mais part dans des directions différentes. C'est ça. Une façon de redorer le blason de certains super-héros considérés comme has-been. Genre Batman, voilà, pour moi c'est un exemple de reboot, ce qu'a fait Christopher Nolan par rapport au film de Schumacher quoi. C'est tu prends le même perso mais tu fais un truc qui a rien à voir avec la saga d'origine. Pour moi, c'est des interprétations. Et un remake, c'est un film qui a été adapté à partir d'une version différente. Et là, par exemple, du coup, j'y verrais plutôt, par exemple, je sais pas, Total Recall au hasard, c'est le premier film qui me vient en tête. Oui, effectivement. Total Recall, c'est plus un reboot qu'un remake. Ah bon? Ah ouais? Pour moi, c'est un remake parce que non, parce que c'est une réadaptation parce que ça se passe pas sur Mars, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc la nuance, c'est fou. Les nuances sont, c'est assez fou. Jurassic World, par exemple.
Je voulais, excuse-moi, Jurassic World pour moi c'est pas un reboot, c'est une suite, mais il y a une notion un peu de reboot, tu vois, parce qu'on est bien d'accord que c'est nul. On prend les mêmes en plus gros, quoi. On prend, mais pour le coup c'est une suite. Ça se vend comme une suite. Ça se vend comme une suite, mais tu vois, il y a une espèce de redémarrage quand même. C'est fourbe, c'est comme, on va en parler, c'est comme Star Wars, la postlogie est fourbe. Oui, voilà. Parce que du coup c'est une suite, mais en fait, le premier épisode est clairement un remake, pour le coup, là je pense qu'on peut parler de remake du 4. Mais effectivement, ouais. Comment je commence à m'énerver tout de suite, c'est incroyable. Mais c'est parce que c'est quelque chose de salé, c'est très clivant. Parce qu'il il faut trouver des exemples. Il y a des exemples. Mais justement, est-ce que tu mettrais pas le compte, des remakes comme quoi ils sont effectivement pour la plupart fades, dans le sens où aujourd'hui la prise de risque, c'est toujours le même sujet, la prise de risque, les scénarios qui en même temps, forcément plus tu fais de films, moins effectivement tu risques d'être original, parce que effectivement tu peux faire des choses qui sont effectivement, tu peux emprunter des choses, mais il y a des choses qui peuvent être effectivement des plagiats et disons qu'un bon remake doit être capable de se démarquer quand même de l'œuvre d'origine. Mais tu as forcément des exemples de... Si, t'en as, ouais. De bons remakes. The Thing. The Thing, ouais. La Mouche, je pense, je sais pas. Il y a une mouche de Cronenberg et je crois qu'il y en a une autre qui a été refaite. Il y a une autre mouche? Ouais. Ah bon? Je sais plus lequel c'est. Bon, peut-être que je pars sur une mauvaise. Je sais que, The Thing, ouais. Scarface aussi, qui est pas un film que j'aime énormément, mais qui est considéré comme un classique. Scarface est un remake. C'est un remake. Scarface, c'est vrai, est un remake. Donc c'est un bon exemple. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que les remakes qui sont devenus considérés comme bons, on a oublié que c'était des remakes la plupart du temps. Mais c'est souvent fait aussi par des auteurs en fait, parce que fait par des gens qui sont très bons. De Palma par exemple, un truc tout con par exemple, Les Infiltrés de Scorsese, c'est techniquement un remake d'un film hongkongais quoi. Effectivement. Donc, et pourtant ce film est formidable. Donc en fait le problème vient pas tant du remake ou du reboot, le problème vient de dans quelles conditions tu les fais et pourquoi est-ce que tu le fais. Est-ce que tu le fais parce que t'as quelque chose de nouveau à raconter ou est-ce que tu le fais pour le pognon? C'est exactement ce qui s'est passé avec Netflix et La Casa de Papel. C'est-à-dire que quand ils ont effectivement, en fait à la base c'est une série qui est passée en Espagne et qui n'a pas vraiment parlé de flop, il me semble de souvenir, mais ça a pas enflammé les foules quoi. Et le fait qu'eux ensuite aient coupé beaucoup de parties pour rendre les épisodes un petit peu plus punchy, etc., ça a tout de suite plu aux gens, alors que c'est exactement la même chose la première saison, hein. C'est juste du travail, il me semble, de recoupe, je veux pas dire de bêtises, mais c'est ça en termes de... D'accord. Donc c'est un peu j'étais pas au courant de ça. Pour moi c'est un petit peu un remake de tu reprends le film et tu fais des cuts. C'est retourné ou c'est un nouveau montage? C'est, je crois, simplement un nouveau montage. Ah, donc du coup, je suis pas sûr. C'est une Netflix cut alors du coup. Ouais. Je suis pas sûr qu'on peut se ça. Alors je dis peut-être une bêtise à confirmer, mais non, mais à vérifier. Si, ouais. Mais c'est bien que tu parles de ça parce que ça me permet d'aborder aussi un autre sujet des séries. Vous connaissez The Office ou pas? Oui. Oh, oui. Ah bah oui, voilà. mais typiquement, c'est un excellent remake, ouais. Voilà, parce que The Office à la base c'est une série qui est britannique, qui a 2 saisons qui sont très très bonnes, mais t'as un remake américain qui prend les 2 premières saisons qui sont pratiquement identiques aux 2 premières saisons britanniques, mais qui du coup eux ont été poursuivis et à partir de la 3 ils prennent une direction qui n'a rien à voir parce que maintenant on peut faire ce qu'ils veulent. Et The Office, c'est une série de 9 saisons que je vous invite à regarder parce que c'est oufissime, quoi. C'est très très bon. C'est très drôle. La première saison et c'est assez fun. Alors par contre, il y a eu aussi un autre remake de The Office qui s'appelle Le Bureau, qui est un remake français, qui est pas très très bon par contre. Donc on a vraiment deux poids. Oui, mais là tu reviens toujours aux mêmes choses. C'est est-ce que tu vas faire un remake parce que t'as une bonne idée? Ça c'était à la base justement pour The Office. Oui. Ou est-ce que tu veux faire un remake parce que en fait le remake du remake a marché et donc du coup tu te dis peut-être que ça va mettre des sous. C'est exactement comme les Américains qui effectivement veulent faire comment il s'appelle Intouchable ou Bienvenue chez les Ch'tis à leur façon. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont fait le remake des... Il y a par contre par exemple il y a un Bienvenue chez les Ch'tis italien que j'ai découvert et il est très marrant. Il est marrant, ça va? Je l'ai apprécié. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est pas un mec du Nord qui va au Sud cette fois-ci? C'est exactement ça, en fait. C'est un mec qui doit être turinois ou milanais, et puis en fait, il débarque en Sicile. Et en fait, c'est très très marrant. J'avais beaucoup aimé. Alors, si ça vous intéresse, les Américains, ils ont fait aussi un remake de Taxi avec Queen Latifah dans le rôle principal. Un remake de Taxi? Ah ouais. C'est bien affiché, spoiler alert. Étonnant. Ouais, c'est pas ouf. Déjà, le matériau de base était pas quand même... Voilà, tu reviens toujours aussi au fait que maintenant, t'as une faiblesse du scénario. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, effectivement, sont copiées
presque, et en fait c'est une sorte de remake parce que tu vas refaire la chose mais à ta sauce, quoi. Bah en fait c'est pas tant de copier, c'est qu'il faut savoir copier. C'est un peu le même principe qu'une bonne adaptation. T'adaptes bien ou t'adaptes mal, quoi, en fait ton ouvrage. Là le truc c'est que l'adaptation pour une adaptation littéraire en film, mais en fait finalement un remake c'est un peu une réadaptation d'un film en un autre film, tout simplement. Après c'est vrai que tout le monde on dit un peu que c'est le mal du 21e siècle, le reboot et les remakes, mais en fait quand tu regardes, je crois, dans l'historique du cinéma de base, on a eu des milliers de films Zorro, des milliers de films Robin des Bois, des milliers de films Godzilla, etc. Donc en fait, ça date pas d'hier, quoi. C'est juste que, quand c'est bien, on s'en souvient. Quand c'est pas bien, ça finira par s'oublier. Et je pense que c'est comme pour tout. C'est juste que là, pour le moment, on n'a pas le recul nécessaire. Mais peut-être que dans 50 ans, la plupart des remakes nuls qu'on a eu, tout le monde va les oublier. Quand t'auras le choix entre 3 sagas ou 4 sagas de Spider-Man, ou 8 sagas de Batman, au bout d'un moment, forcément, les plus nuls finiront par disparaître d'elles-mêmes. Pas Batman et Robin, quand même. Alors, Batman et Robin a atteint un statut culte. Oui. Juste parce que c'est George Clooney, quoi, Oui. et parce que c'est marrant. Même si c'est pas voulu de base, mais Mais oui, bien sûr, ouais. Et encore que tout. Aussi, Il y a une certaine esthétique, oui. esthétique qu'on retrouve aussi dans celui d'avant. C'est Schumacher qui a fait les deux. J'étais tombé sur des vidéos YouTube d'Américains qui défendaient ces films parce que justement ils étaient pas si mauvais en fait que ça. C'est juste qu'on n'avait pas la bonne interprétation. Oui, en fait c'était genre en mode hommage aux séries, tu sais, des années. Ouais, la série des années 60. La série des années 60. Et que du coup là par contre c'était raccord parce que c'était en mode comique. Bon, je le défends ni défends. Non, mais bien sûr. J'aime bien des fois ça amène une autre vision des choses. Batman et Robin, je me marre devant. Ouais, c'est vrai qu'après c'est. Ouais, j'apprécie. Après c'est peut-être parce que je les ai vus gamin et que pour moi j'aimais bien, tu vois, quand j'étais gosse, mais même de les voir maintenant ça me choque. C'est naze, enfin c'est un peu naze. Ouais, mais c'est le principe d'un nanar, quoi. J'apprécie encore. Ouais. Contrairement à Jurassic World où je préférais me faire fouetter que regarder ce film. C'est ça comme des remakes, tout ce qui est Jurassic World. Moi, je préférais la colo du Crétacé. Ah, t'as osé? Non. Est-ce que t'as osé regarder un épisode? J'ai pas osé. Jamais de ma vie, mais jamais de ma vie, tu m'entends, je regarderai ce truc, colo du Crétacé de mon cul. Choisis Jurassic Park ou Crétacé, quoi. C'est soit l'un, soit l'autre, quoi. C'est un dessin animé sur Netflix, Jurassic World, la colo du Crétacé. D'accord, très bien, génial. Enfin bref. T'as regardé toi, Jeff, ou pas? Non. Déjà Jurassic World, les deux, je les ai regardés, je me suis fait beaucoup de mal. Je me suis dit, on s'arrête là quand même. Le deuxième, s'arrêter au premier, perso. Il fallait s'arrêter au premier. Mais le problème, c'est qu'il y en a un troisième qui sort. Quoi que tu me diras, grâce au coronavirus, parce qu'il ne sortira jamais, je ne sais pas. Peut-être. Mais tu sais que quand tu parles de reboot, de remake, etc., t'as une série de films qui est en plein dedans. Pour moi, c'est Terminator. Oh putain. Ah oui, c'est vrai. C'est Terminator, tu vois, c'est plus faux parce que Terminator. J'ai touché un point sensible. Parce qu'en fait, ils jouent sur les voyages dans le temps. C'est-à-dire que techniquement, c'est une seule et même saga. C'est juste qu'à chaque fois qu'ils ont envie de la rebooter, ils la rebootent pas vraiment. C'est juste dire, finalement, on a envoyé ce mec-là plus en avant dans le passé, donc du coup, ça élimine tous les autres films. Mais c'est juste qu'ils ont le cul entre les chaises parce qu'à Terminator, c'est l'horreur. T'as le premier qui se tient, le deuxième qui va avec le premier. Le 3, il est absurde. Le 3, il est absurde. Moi, je l'aime bien, mais il va avec les deux autres. Tu vois, il assume le fait d'être une suite. Le 4, c'est une suite qui se passe dans le futur, donc pour une fois, ils ont le 4 est pas mal. Moi, j'avais bien aimé le 4. Après, t'as le 5 où les mecs, ils se sont dit, là, on va tout éliminer, on va faire une nouvelle suite du 1, mais qui se passera dans le présent de maintenant. Puis ensuite, t'as le 6, qui est, oh là là, autant le 5 est nul à chier. Le 6 avec Emilia Clarke. Mais le 6, non, c'est le 5 avec Emilia Clarke qui est nul à chier. Mais le 6, putain, c'est un remake du 2. Ouais, du coup, c'est un remake du 2, mais avec je suis désolé, chers auditeurs, mais avec des Mexicains, quoi. C'est vraiment juste ça. Oui, le principe, bien sûr, ouais. Avec un fond de problèmes d'immigration aux États-Unis, quoi. T'as envie de dire. Il n'y a même pas Danny Trejo dedans. Il est même pas là. Non. La légende, non. Il y a le mec qui joue Ghost Rider dans la série Agent of Shield. D'accord. Je vous invite à regarder d'ailleurs, chers auditeurs, qui est une très bonne série. Voilà. C'est un petit peu de pub. Mais d'ailleurs, ce côté reboot avec les retours dans le passé, ça est en train d'arriver avec, en fait, un petit peu tous les trucs de super-héros. Ouais, ils sont en train de nous faire typiquement, le coup, là. regarde. Le voyage temporel, c'est le Deus Ex Machina. Ah ouais, mais oui, mais c'est ou les mondes parallèles. Ou les mondes parallèles, c'est ce qu'ils vont faire avec Marvel, là. Je pose mon micro, mais. Marvel et DC. Et DC. Les deux, en fait. On a Flash et on a le prochain Spider-Man où on aura peut-être les trois, en fait. Oui, j'ai vu ça. Ça me hype pas mal, le fait de voir les trois acteurs. Oui, mais parce que là, on en revient, c'est un peu comme, c'est la Madeleine de Proust. C'est de la Madeleine de Proust. Voilà. Autant j'aime pas trop les films de Tobey Maguire, autant je l'ai vu quand j'étais gamin, donc voilà, je suis content de le revoir. J'ai adoré les deux films d'Andrew Garfield et j'ai été triste de jamais avoir faim.
Et Tom Holland, bah voilà, on dira ce qu'il veut, il fait le café. Il fait le café, il joue très bien d'ailleurs. Et à voir dans un film Netflix qui s'appelle Le Diable partout, tout le temps. Ah, celui où il flingue tout le monde là. Ouais, où il est méconnaissable dedans. Donc franchement, c'est un très bon acteur, Tom Holland. Moi, j'ai un problème avec les voyages dans le temps et les multivers, tout ça, c'est qu'on prend des concepts de science, on les utilise en science-fiction. Et on en fait vraiment n'importe quoi, on s'en sert du support pour justifier la fainéantise créatrice, tu vois. C'est ah bah il y a des univers parallèles, donc on peut faire ce qu'on veut, et en gros vous avez des histoires qui ont jamais vraiment de début et qui ont vraiment jamais de fin. Oui, effectivement. Et ça c'est un truc, ça me dérange profondément. Moi, Parce que cela compense des faiblesses scénaristiques. C'est ce que j'allais dire, ouais. Bien sûr. C'est la frilosité. En fait, on veut pas avancer, et du coup. Quand c'est géré comme ça, oui, mais après t'as des films qui sont très très bons et qui gèrent très très bien le voyage dans le temps. Terminator, c'est faiblard. Ah, ça dépend. Les premiers n'étaient pas faiblards. Interstellar, je trouve, gère très très bien le principe du voyage dans le temps. De se servir du voyage dans le temps pour ne jamais terminer une histoire, c'est qu'ils de prétexte pour continuer à faire des films pendant 10 000 ans, comme c'est le cas avec Marvel. La série Fringe aussi gérait bien dans le temps. Fringe est très très bien, ouais, ça pour le coup, qui gère très bien le multiverse. C'est pas mal, moi j'avais bien aimé, je suis loin d'avoir tout vu. Ouais, c'est une vieille série maintenant, alors bien 15-20 ans, je pense. Ouais, je pense qu'elle a bien une quinzaine d'années maintenant, ouais, quasiment. Mais à voir si pareil. Ouais, faudrait que je la mate. Elle a un peu vieilli, mais ça passe encore. L'acteur qui joue Denethor là, qui est dans John Noble. Ouais, Noble, voilà, John Noble. Et ça m'a fait bizarre, moi je l'avais connu que dans Le Seigneur des Anneaux, ça m'a fait chelou de le voir dans cette série. Ouais, il joue le père de. Physicien fou, scientifique fou. Mais il joue aussi même en ce moment, il joue le père de Karl Urban dans The Boys. Ah, il est dans The Boys aussi, il paraît que c'est pas mal, ouais, The Boys. Exactement, il est dans The Boys, je l'ai vu ce matin l'épisode où il est dedans d'ailleurs même. Bon, il a pas un rôle qui est très très grand, mais ça m'a fait plaisir de le revoir parce que je savais pas qu'il était dedans. Et quand j'ai vu, je me suis dit, oh mon dieu, mais c'est John Noble, il est dedans, c'est incroyable. Enfin bref. Est-ce que ça marche du tonnerre, tout le monde le regarde. Tout le monde m'a dit que c'était vachement bien. The Boys, c'est sympa, ouais, c'est moi j'ai lu le comics un petit peu, mais après j'ai lu les 3 premiers tomes du comics. Le comics c'est un peu plus trash, mais il est en tout cas pour le moment des 3 premiers tomes, il a pas grand-chose à voir avec la série, mais les 2 sont sympas. Ah d'accord, ça n'a rien à voir. Enfin, ok, c'est. Ouais, bah un exemple tout con dans la série les héros sont vraiment des gens sans pouvoir. Ouais. Dans le comics, les mecs, bah tu le sais, ils se shootent au composé V pour pouvoir être plus puissants, pour pouvoir battre les héros. Donc déjà, t'as une grosse différence, c'est que dans la série, les mecs ils sont vraiment, j'ai envie de dire, avec leur bite et leur couteau, et c'est tout quoi. Donc ça fait quand même une différence de poids. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est. Enfin bref. Vous avez quelque chose à rajouter sur le principe de reboot ou de remake? Ouais, je dirais que je pense fondamentalement c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais quand c'est fait dans l'esprit de faire des films faciles vite fait et d'engranger un maximum de pognon, bah j'ai rien contre le pognon, hein, je suis comme tout le monde, on a besoin pour vivre, mais voilà, je trouve que bah c'est pas forcément dans le contexte actuel ce qu'il y a de mieux et ce qui accouche des meilleures créations. D'accord. Est-ce qu'on terminerait pas sur ça pour le mot de la fin? Ça me semble être une belle conclusion. Et bah merci Jeff pour cette débat, pour ta première véritable intervention en tant que telle. Je t'applaudis aussi. Merci. Bravo. Raph, t'as un jeu à nous Oh oui, ce sera un jeu qui sera relativement rapide. Je pense qu'en une dizaine de minutes, on aura fait le tour à peine. D'accord. Du coup, effectivement, j'ai pensé à un petit jeu puisque plusieurs fois j'ai fait des jeux. Le premier, c'était de souvenir des répliques de théâtre où il fallait trouver effectivement la personne, l'acteur qui le disait, qui répliquait, ou alors la pièce en question, puis ensuite les citations célèbres de personnes historiques. Et puis là, je me suis dit, autant, et là, encore une fois, on a une très bonne transition, puisqu'on va s'intéresser au film. En fait, à travers 2 jeux. Le premier jeu, il est relativement simple, mais je pense qu'il sera relativement amusant aussi. Il s'agit de deviner des noms de films, en partant du principe que le nom que je vais vous donner se trouve être absolument le contraire de ce qu'il voudrait donc dire. Exemple, si je vous dis le petit rouge. Le grand bleu. Voilà, par exemple. Je l'ai. Le Petit Rouge, c'est un film sur le communisme. Oui, absolument. Tu pourras faire petit livre le grand capitaliste. Bien sûr. Un autre film, un peu ancien celui-ci, Mamie coopère. Papy fait de la résistance. Oui. Si t'avais dit Mamie collabore, ça aurait été parfait. Ils vécurent heureux à l'Est. Il était une fois dans l'Ouest? Oui, tout à fait. Bien joué, je l'avais pas du tout. Merci. Si je vous dis Reality Juice, il est difficile celui-là. Virtual Cocktail. Virtual Life? Non, il faut toujours que ce soit anglais, c'est un film anglais.
Enfin, c'est un... Reality Juice, Reality par Juice. Wine peut-être. Juice comme le jus. Virtual... Ah j'ai pas. Ah, Tu l'as toi? Non, je suis en train de chercher. là, mais Virtual Cocktail. Ça va tout de suite pop, hein. Si Mais, vous en trouvez un des deux, Pulp Fiction. Ah bah oui. C'est grâce à toi Ben que Attends, je l'ai eu. c'était quoi C'est parce que t'as dit Pulp dedans. Ouais. Bah, Ouais, Juice pour Pulp et Fiction pour. Ah bordel. Ça, c'est bien, ça, c'est tiré par les cheveux, j'aime marré, bien. hein. Non, c'est bien, c'est bien. C'est très bien, ça. si je vous dis, Excellent. Gunwalker. Blade Runner. Bien joué. Oh putain, Bien mais joué, oui. bien joué. Oh non. J'aime Ken beaucoup Walker. ce jeu, il est trop Il bien. est- C'est ouais. fantastique ouais. Ouais. Vas-y. Celui-là, il va être très rapide, mais moi, je me suis marré quand je l'ai fait, quand même. Mon prénom, c'est tout le monde. Mon nom est Mon nom est personne. Ah, pas mal. La mort est une petite rivière agitée. La vie est un emploi tranquille. Bien joué. Je suis au Genesis, taquet. Genesis Soon. Apocalypse Now. Bien joué. Wow. Bien joué, bien joué, bien joué. Putain. Oh, c'est Yes. génial, c'est génial. Le banal pack de Madame Jane. Quoi? Ah je crois que je l'ai avec le. Vas-y refais-le avec l'intonation. Le banal pack de Madame Jane. Oh putain, j'en ai aucune idée. L'étrange attends, histoire de Benjamin Button. Ouais, presque. Le banal pack de Madame Jane. Donc t'étais bien parti avant. C'est l'étrange du coup. C'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah ouais. tout à fait. Ah oui, mais. Tout à fait. Madame Jane. ouais. Effectivement. La femme au voile de velours. L'homme au masque de fer. Ah ouais. Bien joué. Au voile de velours, on dirait. Bien joué, bien C'est- joué. c'est Alors comme le celle-là, frigo et la par contre, rivière, quoi. elle est tirée par les cheveux, la dernière, mais effectivement, je la trouve très marrante aussi. Bon, peut-être que vous trouvez pas ça marrant. Il est peut-être un peu trop survendu, mais c'est pas grave. Ah non, mais moi je me marre. La sorcière, il va à la louche. La sorcière, il va à la louche. Le sorcier. Reste. Qu'est-ce que c'est que ce truc? La sorcière, il va à la louche. Wacon. C'est un film sur la cuisine. Le sorcier, il va à la louche. Ah merde. La sorcière, il va sorcière, à la il va à la louche. Ah j'ai pas. Ah putain, j'ai envie de le Ah. trouver le. Si, oui, il faut le trouver. C'est le dernier, celui-là, Le d'ailleurs. sorcier, il va. Ah putain. La sorcière, il va Sorcière, à la il va louche. Est-ce Ouais. que c'est le sorcier ou pas au début? Rien qu'en disant ça, normalement, vous devriez trouver. La magicienne. On dit le contraire. Complètement le contraire. Bah c'est un mec normal, la femme. Le prêtre. La sorcière. La sorcière. Ah oui, c'est vrai, ouais. C'est quoi le contraire d'une sorcière? Non. Mais non, en fait, je veux dire par là que tout s'oppose. Donc, c'est-à-dire que le féminin devient le masculin. Bah déjà c'est un sorcier du coup. Mais comme on a dit que c'était pas le un mot, sorcier. Le mage. t'en rapproches. Le magicien. Oui. Le magicien d'Oz. Mais oui. Ah Si. d'Oz à la louche, oh non. C'est nul, hein. Oh la vache. Ah, il y a un double jeu de mots, c'est fantastique. Oh putain, Ah, non mais là mon Dieu. j'étais à 100 000 bornes de l'avoir. Putain, Ouais, le c'est- magicien d'Oz. Alors, le deuxième jeu, il est encore plus what the fuck. c'est Mais par génial, contre, j'ai que 3 très bien, citations, ouais. hein. Vas-y. Donc, le but est simple, c'est qu'il faudra me donner soit le film, soit le nom du personnage qui dit ça, hein, ou de l'acteur, c'est comme vous voulez. Ouais. En sachant que la réplique se trouve, et là c'est la réplique, qui se trouve être absolument le contraire de ce qu'elle voudrait dire. Donc ça veut dire n'importe quoi. Exemple, si je dis, il faut de la lâcheté pour embrasser mes amis, mais il en faut encore moins pour embrasser mes ennemis. Il faut du courage pour embrasser ses ennemis et... Complètement le contraire. C'est Ah tout non. le contraire. Attends, vas-y, répète. Il faut de la lâcheté pour embrasser mes amis, mais il en faut encore moins pour embrasser mes ennemis. Bah, il faut du courage pour embrasser ses amis et il en faut encore plus pour embrasser ses amis. Il faut que vous preniez Il tous faut les mots. Il faut du Putain, courage. on peut Et il tromper faut- mille fois, Il faut du mille courage per- non, attends, pour on peut- tuer ses ennemis et il en faut encore plus pour tuer ses amis. C'est ça? Alors je vous la Vas-y, redis. Donald, tu Donald. nous a cassé le cerveau. Là. Ah ouais. Il faut de la lâcheté pour embrasser mes amis, mais il en faut encore moins pour embrasser mes ennemis. En sachant que j'ai même changé les pronoms, etc. hein, J'ai tout changé. Ah d'accord, t'as tout changé. J'ai absolument tout changé. Ouais, là, j'ai pas envie de réfléchir. Ah à ce putain, point-là. attends, vas-y. Tu peux nous la donner celle-là histoire qu'on voit un peu que ton cheminement mental. Il faut, alors je vous le redis une dernière fois pour vous dire un petit peu Ouais. le début de la phrase, c'est il faut de la lâcheté pour embrasser mes amis, et c'est il faut du courage pour affronter ses amis, mais il en faut encore moins pour embrasser ses ennemis, mais il en faut encore plus pour affronter ses amis. Ah bah j'étais presque avec Ah tuer. Et c'est Dumbledore qui C'est dit ça. Dumbledore, ouais. C'est pour donner des points à ce connard de Neville. hein. Alors la deuxième, je sais pas laquelle je ferai en premier. Celle-là, je pense que celle-là Il est sera hyper dur. plus facile. Ah ouais, Là, c'est... Parce que là encore, j'ai même changé les phrases des verbes, enfin les conjugaisons des verbes, tu sais, Ah. par rapport aux personnes, de pluriel, tu vois, c'est la troisième personne Ouais, du pluriel, d'accord, ça va ouais. devenir la troisième personne du singulier, quoi. D'accord. Donc si je dis ton pistolet, nous te l'ordonnons,
je ne vais pas m'embrasser en l'absence du dictateur. Ton pistolet, nous te l'ordonnons. Oui, ton pistolet, nous te l'ordonnons, je ne vais pas m'embrasser en l'absence du dictateur. Vos sabres, je vous prie, vous n'avez pas d'un bain de sang devant votre chancelier. C'est ça, vos sabres, je compte vous beaucoup. prie. Yes. Nous n'allons pas vous affronter devant le chancelier, en présence du chancelier. C'est donc Christopher Lee, La Revanche des Sith, Star Wars épisode 3. Ah, Alors, la dernière, elle est très longue. j'adore Christopher Lee et le comte Dooku. Ah bah, Alors. ouais, une perte et une... Elles sont parties Reste loin de difficile. nous, ces bagues similaires, elles seront la dette de notre empire, et tous tes ancêtres auront Ouais, leur fatalité libre, alors nous ferions tout à fait le choix de faire du bien à ces bagues, car pour nous, Ouais, elles c'est- ne valent c'est- absolument c'est- rien. c'est- C'est c'est- Gollum, c'est- c'est Gollum, mais la phrase exacte. c'est- Non. Non, c'est Non, Isildur, c'est c'est la Isildur. phrase. Ah oui, c'est la phrase. qu'il écrit, L'anneau sera lié oui, à ma lié à lignée, moi, à ma merde, à ma lignée. Voilà. Je ne risquerai pas à faire du mal à l'anneau. C'est car ça. il m'est très précieux. Donc elles sont parties loin de nous, ces bagues similaires, c'est il est venu à moi, l'anneau Ouais, unique. unique. Elles seront la dette de notre empire. Et là, c'est elles Seront seront l'héritage l'héritage de de- notre royaume. Et tous tes ancêtres auront leur fatalité libre. Et c'est normalement, et tous mes Mes descendants seront liés à son destin. Alors nous ferons tout à fait le choix de faire du bien à ces bagues. Alors il me serait difficile de faire du mal à l'anneau. Car pour nous, elles ne valent absolument rien. Car pour moi, il Voilà. m'est très Elle précieux. est très précieux. Yes. Voilà. Eh Bravo. ben, bravo. Très très bon jeu. Franchement, très chouette, très rapide. Moi, j'ai kiffé. Ouais, grave. Moi aussi, J'ai ouais. kiffé. J'espère que vous avez aussi kiffé chez vous, chers auditeurs. Je pense qu'il est temps de mettre fin à notre petite aventure, si toutefois cela vous convient, messieurs. Bah oui, c'est un plaisir. En tout cas. Mais un plaisir qui est toujours partagé, messieurs. Ben merci à vous pour vos interventions. J'espère qu'on se revoit très très vite, très bientôt. Toujours en studio, parce que c'est vrai que je l'ai pas précisé, mais vous êtes réellement encore une fois en face de moi, Oui. parce que vous êtes le crew le crew Ardéchois, quoi, d'une certaine manière. Bien Donc, sûr. merci à vous. Très bien. Et ben bonne soirée à tout le monde ou bonne journée, je ne sais pas. Bonne soirée. Il a vraiment super bien joué ces Tu veux cartes que je cherche le nom? Au pire, j'en reparlerai pendant ma prochaine chronique, tu sais quoi. Je Ouais. ferai une petite parenthèse de ma prochaine chronique pour conclure celle-là. Je présente mes excuses. Mais... Non, mais t'inquiète. Un Attends, petit peu bâclé. non, bâclé. Ah, mais bâclé. Ah, mais la fin, j'ai zappé. Et je doute du travail de synthèse. J'ai peur que ça ait été peut-être un petit peu lourd. Non, bah moi j'ai apprécié, hein, franchement. Bien joué, franchement. C'est j'ai du mal à parler parce que je cherche le nom de ton empereur en même temps. Sultan.